Parce qu'il y a différentes corporations sous cet intitulé, et en même temps, visiblement, il semblerait, d'après l'étude, qu'on ait un cursus de formation classique qui reste, qui fonctionne, et qui ne soit pas aussi, entre guillemets, déficient que sur les autres corporations. Genre, ce matin, on nous a dit, il y a 0% de chefs décorateurs aujourd'hui qui arrivent en tant que premier chef de poste, qui ne soient pas issus d'une formation hors circuit. Ouais. Est-ce le cas? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est plus complexe? Dans la pratique, ça semble être le cas. Enfin, en tout cas, j'ai pas de. Dans la pratique de mon métier, les gens que je rencontre et qui deviennent chefs de poste ou qui se destinent à être chefs de poste, ils sont soit inscrits dans la profession, donc ils font un cursus dont Stéphane pourra nous parler plus précisément, d'assistant, etc. Soit effectivement ils sortent d'école, ils font des courts-métrages, etc. Et puis ils se projettent directement dans un premier chef de poste, donc souvent sur des courts-métrages, puis ensuite sur un long-métrage parce que ça donne des petits, etc. Mais c'est à chaque fois quand même des gens qui ont une espèce de background qui est lié au poste qu'ils sont en train de tenir. Effectivement, ils n'arrivent pas là par hasard du jour au lendemain. C'est un petit peu trop complexe à mon avis pour que ça soit possible. Donc j'étais pas trop étonné de ce 0%. Par contre, effectivement, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la moyenne d'âge. Là, vous m'entendez là? Voilà. Qui vous a étonné? Parce que la moyenne d'âge, c'est quoi alors? C'est 40 ans voilà. Pour les chefs d'éco. En tout cas, 39 et des petits. Non, 40, oui, pour tout. L'ensemble de votre poste? 40 ans? Les premiers chefs de poste, c'est-à-dire les gens qui tiennent pour leur première fois. La première fois en tant que chef de poste. Leur moyenne d'âge, c'est 40 ans. Oui, en quoi ce serait surprenant si on peut prendre qu'effectivement il faut quand même le temps d'acquérir une formation ou une expérience? Ça me surprend parce que je me suis amusé à regarder depuis 2008 le livret des Césars, où il y a la publication donc, des films français susceptibles de participer à cette remise de prix. Et donc on s'est amusé entre 2008, 2009, 2010 à relever, en ce qui nous concernait donc les chefs d'éco, les gens qu'on connaissait intégrés au circuit et les gens dont on avait entre guillemets jamais entendu parler. Donc a priori des gens qui arrivaient comme ça sur le marché. Et il y a deux choses qui sont apparues. D'une part, la proportion de ces nouveaux chefs de poste est évidemment de plus en plus importante d'année en année. Mais ce qui est beaucoup plus symptomatique, me semble-t-il, c'est que d'une année sur l'autre, les gens qui vont faire un premier film en 2008, on ne les retrouve pas en 2009 et on ne les retrouve pas non plus en 2010. C'est-à-dire que la proportion de gens qui arrivent à durer et à faire un premier film en 2008, puis peut-être pas forcément en 2009, mais en tout cas en 2010, c'est très très faible. À l'inverse, il y a une espèce de socle de chefs d'éco qu'on sent inscrits dans le métier, qui tournent plus ou moins bien, mais qui sont là d'année en année, et qui sont pérennes dans la profession. Mais ce phénomène de premier chef de poste qui arrive, qui se lance, et puis qui n'existe pas derrière, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas a priori imaginer, sauf que les textes sont là l'étude est là pour le montrer, quoi. Donc il y a une énorme... pas une érosion, mais c'est on te lance, on fait un essai, ça plaît pas, et puis on passe à autre chose, quoi. Et ça, c'est un peu symptomatique de ce qu'on est en train de découvrir et de vivre depuis quelques années, quoi. Ça, c'est certain. Stéphane ou Véronica, sur ce sujet-là? Je pense que c'est un peu une petite maladie de la société actuelle, hein. On est dans une société qui est de forte consommation, on peut dire, dans lesquels on est tout le temps en train d'essayer d'aller très vite, d'avoir les meilleures choses au moins cher. Dans quelque part, ça répond dans une autre mesure, ça rebondit dans ce métier. Et je verrais bien, ça moi je suis là comme une jeune décoratrice présente. Dans quelque part, effectivement, ça peut m'arriver. Je suis consciente de que je peux facilement pas être présente l'année prochaine.
Par contre, je crois que les choses qui est décisive dans cette discrimination qui apparaît, de laquelle on parle, c'est qu'il y a quand même une façon de se confronter, d'être en face au travail artistique de création, en face d'un film, qui peut déterminer, dans quelque part, la possibilité de pouvoir d'avoir un positionnement dans les cinémas à Paris, en France. Je pense que c'est par ce chemin-là, un peu de vrai travail artistique, qu'on peut quand même subsister. Ça, c'est la clé, je crois. C'est difficile, peut-être c'est un peu naïf, mais je pense que ça marche. À la fin, ça peut donner de bons résultats pour pouvoir rester. Mais sauf que vous employez le terme de subsistance, qui est quand même pas un terme. C'est un terme lourd de conséquences quand même. C'est-à-dire que ça indique des conditions assez drastiques de subsister. C'est pas, c'est pas un terme anodin. Bien sûr. C'est ça qui est un peu disgracieux de tout ça, c'est que finalement c'est un métier qu'il faut lutter pour pouvoir le faire. Ça, c'est dans quelque part, c'est triste, c'est dommage. C'est pas possible qu'il y ait des métiers qu'il faut lutter contre des autres choses qui sont pas vos capacités professionnelles, sinon que c'est un système de société qui fonctionne comme ça. C'est clair qu'on est en face de quelque chose qui fonctionne pas de la façon adéquate. Ça, je pense que c'est un constat qui va sortir de cette discussion. On s'approche, j'ai entendu un peu la discussion antérieure dans la partie montage, et c'est exactement, ça donne les mêmes conclusions. Il y a quand même des moyens qui sont chaque fois plus minimale dans la production, et ça c'est une réalité. C'est une réalité que c'est une souffrance du cinéma aujourd'hui. Ça, ce qui veut dire ça que devient évident. Pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Comme les autres tables rondes, clairement a été stigmatisé le souci d'un rapport avec la production. Or, on a la chance d'avoir un directeur de production ici. Loin de moi l'idée de vous diaboliser, genre qu'il n'est pas question de faire un côté les bons contre les méchants, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais une question quand même peut-être un peu tordue. Pour un directeur de production, c'est quoi un bon chef décorateur ? C'est quoi un bon chef décorateur ? D'abord, c'est une question tordue. Je parle autant en termes d'artistique que d'économique. Oui, évidemment, oui. C'est souvent lié. Bien sûr, parce que les deux doivent aller de pair. Donc, c'est ça. D'abord, pour moi, un décorateur ou un chef décorateur, c'est quelqu'un qui doit être choisi par le metteur en scène. Moi, je n'interviens en principe qu'après. En tout cas, c'est ma définition à moi. Alors, c'est aussi peut-être parce que j'ai la chance de faire des films sur lesquels, pour l'instant, il y a encore en principe assez d'argent. Et donc, je n'ai jusqu'à maintenant travaillé qu'avec des décorateurs qui ont donc en général plus de 40 ans. Mon cher. Merci Yvon. Et qui ont fait beaucoup de films, et de par les films que je fais, je peux leur donner peut-être pas les budgets qu'ils demandent au départ, mais en tout cas suffisamment d'argent pour faire le film qu'on a envie de faire. Voilà. Et comment est-ce que, vu quand même, c'est assez étonnant, genre qu'il y a une espèce d'unicité de ton à ce niveau-là, comment est-ce que vous comprenez les quasiment doléances qu'on a eues sur toutes les tables rondes aujourd'hui par rapport à la théorie de production ? Genre, d'après vous, comment est-ce qu'elles s'expliquent ? Moi, j'en ai entendu que celle du montage. Il me semble qu'on en a une juste à côté de vous il y a quelques temps. Et effectivement, on n'était peut-être pas présent ce matin, bien sûr. Non, mais j'étais pas là présent ce matin. On m'a dit qu'on avait sur la direction de production ou sur les images, c'est bon. Enfin, bref. Chaque fabrication de film est différente. Moi, je peux vous dire, et on rejoindra là la décoration à la fin de l'explication, que je suis en préparation, là maintenant, d'un film qui va, je pense, se faire, parce qu'on est toujours dans l'interrogation à un certain moment, qui est un budget très lourd. Si l'ensemble du budget est lourd, il est évident que le budget de la déco
l'est aussi, ou en tout cas, il y aura de l'argent pour faire ce que l'on va devoir faire, même si à un moment il y aura une discussion et que je demanderai, dis donc, est-ce qu'on peut pas... tu sais comment je fonctionne? Oui. Bon. Avant ce film-ci, j'ai fait un petit film, ce que moi j'appelle un petit film. Il n'y avait pas de chef décorateur. Il n'y avait pas de chef décorateur parce que j'estime, ou j'ai estimé avec la metteur en scène et la production, que ça n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que c'était un film entièrement en décor naturel. C'était un film à tout petit budget. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire, justement 1,6 million. D'accord. C'est simple, oui. Fabrication. Avec les gens payés au minimum syndical. Hein. Parce que, bon, ça c'est aussi très, très, très important. Et par contre, j'ai engagé une ensemblière. Une ensemblière qui s'est occupée du poste de décoration, mais il y avait simplement un choix de meubles, un choix de couleurs dans certains décors. Hein. Il n'y avait pas une création à faire comme il y a sur des gros films. C'est tout. Voilà. En parlant de création, ces dernières années, les outils informatiques ont amené un rapport différent à la création via l'intégration d'effets spéciaux, d'images virtuelles et autres. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce nouvel outil, les uns et les autres? Ça change effectivement pas mal de choses parce que l'outil informatique, ça nous permet de rentrer plus en amont, en tout cas de prendre un certain pouvoir sur la post-production. Traditionnellement, on faisait des matte painting, les premiers effets spéciaux de plateau, les procédés chauffetants, toutes ces choses-là étaient gérées par le chef décorateur parce qu'elles étaient mises en opération, tournées directement lors des prises de vue. C'est plus le cas aujourd'hui. Il est bien évident qu'on ne va pas s'amuser à faire des glass painting et ce genre de choses. Donc on fait des techniques d'incrustation sur des fonds bleus et on remet ça à la post-production. Et donc vous avez deux solutions en tant que décorateur. Vous fournissez votre fond bleu et puis vous rentrez chez vous une fois que le film est fini et puis vous arrivez le jour de la projection en technicien et là vous regardez votre matte painting et dites mais qui c'est qui a pondu ce truc-là? Qu'est-ce que ça fout là, quoi. Donc l'outil informatique, à partir du moment où on le maîtrise et où on développe des moyens et des gens susceptibles de pouvoir gérer ça, ça nous permet d'avoir une continuité dans la création et d'amener l'univers dans une cohésion maîtrisée jusqu'au bout, quitte à ce qu'on soit présent lors des mises au point de ces maths et de leur intégration au moment du montage image, etc. Donc ça, c'est très important. L'informatique nous permet ça. Le côté un petit peu méchant de tout ça, c'est que ce qu'on préparait avant, il y avait un nombre d'or avant, une espèce de tradition. On disait, voilà, il y a 8 semaines de tournage, bon, c'est 8 semaines de préparation. Voilà. Là, je prépare un film de 8 semaines de tournage, j'ai 4 semaines de préparation. Donc, on fait les mêmes choses. On prépare les mêmes choses, on fournit la même quantité de travail, il faut qu'on se débrouille pour aller plus vite. Donc on a les téléphones portables informatiques et là on nous dit ouais mais maintenant t'as pas forcément besoin d'un assistant, t'as Excel, t'as machin, t'as truc, mais c'est pas forcément vrai et en même temps je reconnais que on travaille plus vite et d'une façon plus synthétique, plus ordonnée. En termes de moyens de communication, c'est quand même très. Ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de films maintenant. Même c'est pas une question de budget. On met un site commun sur le film et on met pêle-mêle. Chaque département va aller mettre sa continuité de travail dans ce site et on peut en 2 clics être au courant de tout ce qui se passe, des maquettes du costumier, en passant par le décor, en passant par les effets spéciaux, les derniers comptes rendus, etc. Donc ça, c'est une façon de travailler qui change parce que la communication est plus fluide, plus rapide, etc. Mais effectivement, il faut de toute façon... La problématique du décor, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre un bout de bois, le sortir du camion, le transporter, le poser sur la machine, le tailler, le monter, le peindre. Donc ça se compresse pas. C'est un truc... Le temps de la réflexion aussi. Voilà. Et le temps, bien évidemment, le temps de la réflexion avant.
Mais la fabrication, on est dans la matière. Donc on a une espèce de position, effectivement, parfois lourde de conséquences pour les films, parce que, vous disiez tout à l'heure, on pèse lourd dans le budget, on compare souvent à l'éducation nationale dans le budget de l'État. C'est ce qui explique que dès qu'on dépasse 10%, 10-12% du budget du film, enfin du coût de fabrication de film, hors frais financiers par producteur, etc., on nous dit, c'est bien, la Roumanie, tu connais, c'est pas mal, on devrait aller voir là-bas. Donc il y a beaucoup de films, c'est notre problématique, c'est notre combat. Autant les monteurs se battent par rapport à des situations d'assistanat, etc., qui ont du mal à pérenniser. Nous, on n'a pas de problématique de stagiaires ou de main-d'œuvre, parce que de toute façon, on ne la discute pas face à la quantité du travail qu'on a à fournir. Mais par contre, le coût salarial, bien évidemment, étant très très important, on est amené à s'expatrier, pas systématiquement, mais de plus en plus souvent, pour des raisons financières, pas nécessairement pour des raisons scénaristiques ou des raisons de figuration, des choses comme ça. C'est le genre dernier, parce que je reprenais un peu votre biographie, et vous avez vous-même visiblement travaillé sur des films qui ont été tournés dans ces conditions. Par exemple, Saint-Ange, à ma connaissance, avait été tourné en partie en Roumanie. Saint-Ange, c'est l'exemple parfait de ça. En quoi ce travail-là est différent d'un film qui aurait été fait dans des conditions entre guillemets françaises? À l'époque, parce que ces pays-là évoluent très vite, mais à l'époque où on l'a fait en Roumanie, c'était le début des studios, je me souviens plus de leur nom, mais c'était un studio Castel ou Castel, voilà. Castel en était un peu au balbutiement, au démarrage. Vous faites de la formation, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens qu'on sort des champs, à qui on met un marteau, et on leur dit, voilà, c'était constructeur, là où vous avez 150 personnes, il vous en faudrait 30 en France, avec 2 fois moins de temps pour faire le même travail. Et quand vous hurlez parce que vous n'avez pas assez de peintres, on enlève le marteau de la main du mec, on lui met un pinceau, on lui dit, voilà, t'as des peintres. Donc effectivement, au final, vous avez une équipe européenne qui se pointe pour tourner le décor, et elle s'attend à trouver la même qualité de travail. Donc c'est la problématique. Maintenant, ce qui est vrai en Roumanie, ce qui était vrai en Roumanie n'est plus vrai à Prague, parce que Prague a un passé vraiment important. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues ou même de directeurs de production qui me disent, mais c'est plus rentable, autant rester en France. Donc voilà, ils sont devenus... en tout cas, depuis qu'il y a le crédit d'impôt. Depuis qu'il y a le crédit d'impôt, voilà. Parce qu'on allait là-bas pour les histoires de studio, on n'allait pas là-bas pour les histoires de paysages ou encore une fois de figuration. On allait là-bas parce que le coût de main-d'œuvre. Studio et donc main-d'œuvre, coût de main-d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre, c'était un rapport de 1 à 7 à peu près, quoi. Un des thèmes d'aujourd'hui est aussi l'idée de la transmission et de la formation. Avec l'arrivée de nouveaux outils auxquels vous-même vous devez vous adapter, est-ce que c'est facile d'être dans cette vie de transmission ou d'apprentissage avec les nouveaux arrivants? À toi. La transmission, je pense que la transmission, elle se fait surtout, au niveau des nouvelles technologies, elle se fait surtout quand on ne travaille pas. C'est-à-dire, on suit les stages, merci Lavdas, SketchUp, Photoshop, Illustrator, mais pendant le tournage, chacun fait sa tâche en fonction de ce qu'il sait faire, c'est pour ça qu'on le paye, mais il n'est pas là on n'est pas vraiment des stagiaires au moment où on travaille, quoi. Voilà, c'est... Vous parlez d'outils informatiques, c'est vrai que je fais partie de cette génération de gens qui ont commencé les premiers longs métrages. Les premières fois où je travaillais dans le cinéma, on avait des grandes feuilles de papier millimétrées avec des cases de couleurs, les rouges pour les constructeurs, les bleus pour les peintres, tous les soirs on crayonnait, etc. On comptait 1, 2, 3, 4, 5, on notait ça sur un crayon, tout se faisait à la main. Puis après, il y a le téléphone portable qui est arrivé, donc on se galérait plus avec les cabines téléphoniques. On avait des téléphones portables, c'était carrément incroyable. Et puis après, l'informatique est arrivée. Donc j'ai vécu toute cette révolution-là. Et aujourd'hui, je vois évidemment des jeunes stagiaires, on en parlera dans la prochaine table ronde de format qui est, je crois, dédiée à la formation. Donc je vois des jeunes qui arrivent, qui sortent d'écoles diverses et variées, et je les mets devant un ordinateur. Donc c'est juste, ils sont nés dedans. Donc ouais, tu disais quoi, vas-y, SketchUp, papa, puis ils te montrent des trucs, ça va très très vite. Mais un outil, pour quoi faire? Pour quel service? Pour quelle définition? Au final, c'est quoi? C'est pas l'objet. Un outil, si on ne sait pas s'en servir, ça sert à rien. Et on peut très bien être très très pertinent dans la manipulation d'un logiciel, mais si au final on n'a pas l'idée, si on n'a pas le bon concept,
Et si on n'a pas développé la bonne relation de compréhension avec le réalisateur, ça sert à rien. Donc ça s'apprend pas dans les écoles, malheureusement, c'est ce que je ne manquerai pas de dire tout à l'heure. C'est un grand manque dans les écoles et on a affaire à des techniciens. Mais je reprenais ce que disaient les monteurs tout à l'heure, on n'est pas seulement des techniciens. Il faut l'être, c'est une évidence, d'où la transmission des savoirs, d'où l'apprentissage nécessaire pour pratiquer ce métier. Il faut être technicien. Si on n'est pas technicien et si on ne sait pas comment ça fonctionne cette machine, c'est un peu difficile de la conduire. Mais une fois que vous savez la conduire, est-ce que vous choisissez le bon chemin? Et ça demande des compétences qui n'ont rien à voir avec la technique. C'est des compétences humaines, des compétences artistiques, des nourritures que vous allez chercher ailleurs, en dehors des films, à travers la littérature, la sculpture, la peinture, je ne sais pas moi. Chacun a son univers et sa personnalité artistique. Et c'est là qu'on est pertinent. C'est pour ça qu'Yvon disait tout à l'heure, et très justement, on est choisi par un réalisateur pour une mission artistique. Oui. Et on doit être technicien pour permettre au film d'être pérenne et donc de contenir un cadre financier, parce que un geste artistique, le cinéma, c'est ce qui est le plus cher. Ça coûte un bras. Dès qu'on écrit 2 lignes, en 2 lignes, on peut craquer un budget. Donc, faut faire très gaffe à ce qu'on lit et il faut bien disséquer ce que ça veut dire. Donc, on est là un petit peu comme garde-fou, c'est-à-dire que effectivement, on peut être choisi par un réalisateur et être un petit peu pas éjecté, mais en tout cas, on peut se retrouver face à une production qui est pas très très chaude pour travailler avec vous, parce que vous n'entendez pas le cadre financier. Donc à ce moment-là, la production va aller voir le réalisateur et dire t'es sûr de ce type-là, parce que bon, ok, il est peut-être pertinent, mais il est super dangereux, quoi. Donc on va où, etc. Et à l'inverse, être imposé par un producteur parce que vous êtes un technicien sage comme une image qui débordait pas de la ligne, c'est pas très excitant pour un réalisateur. Il va dire celui-là c'est un cadre obéissant, mais moi j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un mec un peu qui m'emmène, qui Je rebondis sur ce que vous parlez de technicien. Ce que vous disiez tout à l'heure, Véronica, à côté du rapport à la société actuelle, est-ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté qu'il y a quand même un rapport physique, genre qu'il y a un travail qui est plus physique dans un branche de décoration, parce qu'effectivement on a un accès manuel à des choses, donc quelque part une forme d'artisanat, même s'il y a un lien industriel. Est-ce que vous avez l'impression que cette part-là, avec la modernisation, avec la technique qui arrive, elle se perd? Et qu'est-ce que ça implique dans votre rapport à votre travail? D'un côté, le côté presque physique peut effectivement être amené, pas à disparaître, mais en tout cas à réduire. Encore une fois, tout dépend du budget du film. Parce que moi, tourner, par exemple, il était quand même un peu plus cher qu'un million six. Mais je rentrais un petit peu dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'on m'a pris un peu dans le côté polyvalent. C'est-à-dire que je reviens, j'ai fait pas mal d'années en tant que premier assistant. Et donc je touche un peu, on va dire un peu à tout. Et c'est ce qu'il fallait pour ce film-là. Je rentrais dans cette case par rapport à... Il fallait être multifacette, quoi. Donc au niveau d'apprendre les choses et de les transmettre, d'avoir une bonne communication avec le réalisateur, ça correspondait. Parce que je savais combien coûtait un morceau de bois, combien de temps il fallait pour peindre ceci, le mobilier... Et il fallait être, je dirais, c'est peut-être péjoratif par rapport à moi, il fallait presque être moyen partout, quoi, plutôt qu'excellent dans un domaine. Donc je rentrais dans ce cas de figure-là. Après, on évolue, on apprend, et là en ce moment je travaille sur un autre film qui est totalement différent. 8 semaines de tournage et 8 semaines de préparation, j'ai un peu plus de choses. Et voilà, on évolue, on apprend au fur et à mesure. En tout cas pour moi, et j'ai 40 ans, juste pour dire, par rapport à la moyenne. Voilà. Peut-être que Véronica a un autre parcours. Quand vous parliez de polyvalence, chef déco, c'est quand même un poste spécifique parce qu'il a appel à plusieurs autres corporations. Oui, mais je connais je travaille avec des chefs décorateurs qui sont beaucoup plus artistiques que techniciens. Et il y a des films qui se prêtent à ça, qui demandent justement à ce qu'on oublie le côté technique parfois. J'ai des décorateurs qui m'ont dit je m'enferme dans mon bureau, je ponds quelque chose et tu me diras un petit peu après comment on peut le faire et comment pour pouvoir... Laisse-moi rêver un petit peu et après on rentrera dans le détail. Et après c'est sûr qu'après rêve beaucoup moins, enfin le décorateur rêve beaucoup moins, mais voilà, faut laisser le temps au rêve. Mais malheureusement, ce genre de film, ça arrive de moins en moins. Donc voilà, je crois que vraiment il y a
moi, je suis plus dans le côté, il y a des décos pour certains films, où on s'adapte, ou alors on s'adapte en fonction de certains films, plus que je sais pas. Oui, je rebondis sur ce que Stéphane dit. C'est vrai qu'il n'y a pas deux films qui sont identiques et il n'y a pas deux chefs décorateurs qui travaillent de la même façon. Et je pense qu'Yvon pourrait en attester. Mais d'une façon générale, il y a un poste qui a énormément évolué au sein de la décoration, c'est celui du premier assistant. Si on prend ce poste tel qu'il était à l'après-guerre, etc., c'était un dessinateur. C'était quelqu'un qui gérait les dessins, la mise en place scénographique, etc. Il contrôlait les dessins, point barre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un gestionnaire, responsable à la fois du budget, de sa tenue, de rendre des comptes, parce que maintenant c'est une industrie, donc faut rendre des situations financières hebdomadaires ou mensuelles, etc. Faut faire des grilles de salaire, faut faire ceci. Donc il contrôle tout ça, il contrôle la logistique, parce que la décoration c'est des meubles, etc. Donc il y a des camions avec des déménageurs qui n'arrêtent pas de déménager, de remonter, de démonter, démonter, remonter, démonter. Donc comment ça se croise tout ça. Et puis il contrôle aussi la technique, parce que si vous construisez en pain ou en contreplaqué, c'est pas le même prix que si vous construisez en red cedar. Donc à un moment donné, vous allez voir votre premier assistant monter au plafond en disant mais c'est quoi cette idée de red cedar là, ça coûte un bras, c'est pas possible, etc. Donc c'est un peu un garde-fou. Il a un peu un poste très ingrat, très 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 lourd, parce que et plus votre premier assistant est compétent, charpenté, expérimenté, plus vous pouvez faire la danseuse entre guillemets, c'est-à-dire plus vous lâchez la technique et plus vous êtes dans l'artistique. Donc j'ai envie de dire que le premier talent d'un chef décorateur, c'est de choisir son équipe déjà. Une fois que vous avez compris ça et que vous savez faire ça, vous donnez, et c'est pas une question de budget, c'est vraiment une question d'organigramme, vous donnez les moyens de vous affirmer et de développer de façon plus forte la relation artistique avec le réalisateur. C'est un gage de réussite, même si le film à la sortie marche pas, etc. Ce qui reste, c'est le souvenir. Vous savez, les anciens, ils disaient alors c'est vachement simple, Bilou. Le premier décor, faut pas que tu le rates. Faut le bétonner à mort, parce que comme ça, tu mets la confiance en place. Le dernier décor, tu le rates pas, mais vraiment tu le rates pas, comme ça on garde un bon souvenir de toi. Entre les deux, tu gères. Ouais. C'est toujours un peu vrai. C'est-à-dire que faut pas se planter sur le premier, faut pas se planter sur le dernier, et entre les deux, faut gérer au mieux. Voilà. Et est-ce qu'on gère mieux aujourd'hui, où visiblement il y a une forme de paupérisation qui arrive sur la plupart des postes? Ouais, alors après, on va rentrer dans le fameux discours des films sous-financés, de toute cette politique qui est en train d'essayer de se mettre en place et dans lequel, évidemment, on s'insurge. Les films dits sous-financés, Yvon l'a dit tout à l'heure, le film il est sous-financé, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de peintre, et on est en train de nous dire, alors dans ces cas-là, le chef décorateur, il aurait un salaire de moins 50% parce qu'il n'y a pas de construction, sous-tendant que quand il y a de la construction, le travail est plus complexe que quand il n'y en a pas. Donc ça, c'est déjà une hérésie, puisque notre démarche, elle est liée au choix d'un décor naturel, d'un repérage, d'une réflexion sur un script. Elle n'est pas liée au fait qu'il faut construire ou pas construire. C'est l'opération qui détermine le fait qu'on va aller en studio ou pas. C'est pas nécessairement un choix esthétique. Et de toute façon, si vous avez un film d'ensemblage sous-financé, etc., où il y a 3 canapés de rideaux à mettre, effectivement, un ensemblier il est 10 fois plus pertinent qu'un chef déco, puisqu'il a le réseau. Donc la structure, elle est en place. Il n'y a pas besoin d'inventer cette espèce de double grille qui est sujette, évidemment, à toutes les pernitions, puisque on va se retrouver tôt ou tard... ah oui, mais tu comprends, le film, il fait 2 millions d'euros, donc c'est sous-financé, donc on est dans la grille B, donc... tu travailles à moins 50%, par contre, c'est le même taf. Non, ça c'est évidemment que c'est pas possible. L'érosion, elle existe, mais j'ai envie de dire qu'elle existe sur l'ensemble de l'industrie. Elle existe aussi bien chez les producteurs et leur difficulté à financer le film avec des montages super fragiles, parce que tout d'un coup il y a un acteur qui va s'en aller et boum, il y a tout qui se casse la gueule, tout le monde rentre chez soi parce que TF1, s'il n'y a pas cet acteur, tu comprends, il n'est pas bankable, donc on passe pas à 20h30, donc il donne pas l'argent, donc ceci. Donc notre sentiment, c'est que c'est un château de cartes d'une fragilité extrême. Ça se lance, là on respire un grand coup, mais
très souvent, il y a toute une partie de pré-développement et de production où on est là, on entend parler du film, on commence à se nourrir, mais on est sûr de rien, bien évidemment. Et donc cette érosion-là, elle est liée. Elle est liée au système de production, elle est liée au système de financement des films français, plus qu'à la volonté de producteurs de... Bon, évidemment, il y a des productions plus vénales que d'autres, on va dire, mais d'une façon générale, je dirais que c'est pas un acte manichéen d'un producteur qui dit, voilà, je vais faire le même film, mais non, à un moment donné, quand ils sont suffisamment expérimentés, ils connaissent la musique et ils savent bien que c'est eux qui conçoivent l'équipe au départ, c'est eux qui décident de faire un film, de produire ce script, d'inviter tel réalisateur à le faire, etc. Donc ils sont à la base de tout ça. Donc quand ils constituent des équipes, ils sont bien conscients que les techniciens sont aussi, pour certains des postes, en tout cas les artistes, et que tout ça, il faut le manipuler avec précaution, et plus ils ont des gens d'expérience, moins ils ont de chances de se planter, quoi. Voilà. Puisqu'on parlait de système de financement, je peux difficilement ne pas vous poser la question, Yvon, par rapport à comment se fait-il qu'effectivement le système de financement aujourd'hui influe à ce point sur toute l'échelle, toute la chaîne? Parce qu'il y a de moins en moins d'argent. C'est simple. De moins en moins d'argent et plus en plus de films produits. Ah oui, mais beaucoup plus avec des financements très bas. D'où les fameux 50, 70, je sais pas combien. Non, 70. Ça ferait beaucoup moins 70. 30, 20. Oui. Non, parce que je parle regardez, vous dites, on produit tout le temps autant de films. Je sais plus quel est le chiffre officiel du CNC cette année. C'est 250. 261. 261, merci. 261. Voilà. Oui. Donc au Corico, on entend le ministre de la Culture qui dit, tout va bien, le cinéma français se porte très bien, on produit toujours autant de films, etc., etc. Mais regardez la part qu'occupe un syndicat de producteurs qui s'appelle le SPI, et qui est un syndicat qui essaye d'imposer un système de production avec des grilles de salaire qui peuvent descendre à moins 40%. Traditionnellement, ces gens-là faisaient entre 9 et 12% de la part de marché. L'année dernière, ils en ont fait 42. Donc, ouais, on a produit autant de films, mais on l'a produit on ne les a pas produits de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a 42% de ces films qui se sont produits avec des salaires sur les techniciens et les ouvriers qui pouvaient descendre jusqu'à moins 40%. Et au sein de l'association de l'ADC des chefs déco, j'entends encore malgré tout des chefs décorateurs qui acceptent des tarifs. Voilà. Alors ils les acceptent parce que une famille, des factures à payer, etc. À un moment donné, il faut bosser, quoi. C'est la réalité de la vie nous rattrape aussi. Donc faire un film à moins 10, moins 20, c'est pas nécessairement un acte voilà, il faut y aller. Donc, mais en même temps, on est bien conscient que ça participe à l'érosion. Donc comment défendre ce système, comment défendre tout ça, c'est pas si simple. Mais sur la façade de la communication du ministère de la Culture, on a l'impression que le cinéma français s'est jamais aussi bien porté, alors que je peux vous dire que dans la pratique, et c'est pas lié à la décoration, on peut parler des monteurs tout à l'heure, on peut parler des chefs opérateurs, on peut parler de toutes les corporations qui participent à la fabrication des films. Tout le monde vous dira que pour les gens qui ont 20 ans de métier, ça n'a plus rien à voir. C'est clair on doit travailler plus vite, moins cher, voilà. Et en même temps, vous discutez avec, je sais pas moi, des fournisseurs d'acier ou des gens qui font du triage d'ordures, etc. Ils vous diront la même chose. Donc, c'est un peu, c'est la globalisation, c'est ça. Oui, je peux dire quelque chose aussi autour de ça. C'est justement Stéphane, c'est ton prénom, c'est Stéphane. C'est ça. Le fait de devenir un chef décorateur qui est très compétent et qui peut supplir des autres postes, c'est une tendance que je pense que se met en place. Et c'est pas d'une façon machiavélique, sans doute, ni de mauvaise foi des producteurs, non, c'est simplement le désir de faire les films de ce réalisateur ou de ce producteur ou de tous les deux qui amène à cette situation. Mais cette situation, elle est plus dangereuse peut-être que les nouvelles technologies qui font remplacer de la main-d'œuvre. C'est entre nous-mêmes qu'on arrive à se remplacer.
Et parce que moi, par exemple, j'ai un parcours dans lequel je suis super formée pour énormément de choses. Et effectivement, c'est ça ma valeur. C'est ça pourquoi ces chefs décorateurs ils vont venir, parce qu'ils savent très bien que j'étais une très bonne chef peintre, que je suis une très bonne ensemblière, et que voilà, et que après, que je peux aussi m'imaginer, me positionner comme chef décorateur, parce que j'ai une formation aussi des beaux-arts. Vous voyez, alors c'est terrible, dans quelque part. Il y a une contradiction qui peut-être là, c'est un bon mot, la érosion, non? Parce que... Est-ce que ça signifie que vous avez l'impression que la valeur de votre expérience n'est pas assez reconnue, ou n'est plus assez reconnue, n'est plus assez valorisée? Et ça tient pour vous deux d'ailleurs, question. Non, je ne pense pas. Je pense que tout le contraire. Je pense que c'est beaucoup plus exigeant, la recherche. Maintenant, il y a énormément de gens qui sont formés quand même pour développer ce métier. Il y a des équipes en place qui les développent, ils les font très bien. Mais quand vous avez peu d'argent, vous cherchez effectivement quelqu'un qui puisse faire beaucoup plus de choses, qui puisse éviter de prendre un peu moins de monde. Alors, moi, je pense que l'expérience, elle n'est pas du tout reconnue. C'est une réalité, c'est tout ce que au sein de l'ADC, j'ai des gens que je considère comme mes pairs, c'est-à-dire des gens qui ont 40 longs-métrages à leur compteur. Ils sont absolument dans la même précarité que de jeunes arrivants qui ont 5 films au compteur. Ah oui, donc, oui. c'est pas une question quantitative ou d'expérience de vie professionnelle qui peut nous faire dire que à partir de X films, on est, entre guillemets, installé dans le métier, donc susceptible de pouvoir être, d'une certaine façon, un peu tranquille sur son avenir professionnel. Il faut constamment entretenir le réseau, constamment entretenir la relation, et être conscient qu'à chaque fois, faut développer une espèce de... C'est pas forcément forcé, c'est une question de passion. Si vous perdez la passion, si vous perdez l'envie, cette espèce d'énergie que vous communiquez à trouver un concept, à développer une idée, etc. Cette communicabilité-là, cette densité, cette énergie, cette présence, si vous la perdez, vous perdez tout, je pense. Et voilà. Et comme c'est un travail qui use, là, on s'est amusé à faire on a passé pendant un an sur 60 chefs déco, on s'est amusé à regarder un petit peu combien de temps on travaillait quand on travaillait, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on travaillait, quelle heure on partait, quelle heure on revenait, etc. Parce que sur notre fiche de paie, c'est marqué 39 heures. On aimerait bien que ça soit le cas, mais non, en fait, la moyenne, c'est 72 heures par semaine. Donc c'est usant, physiquement c'est fatigant, donc quand vous avez une carrière derrière vous, un savoir-faire, etc., et qu'on vous demande de faire comme si vous aviez 3 films et développer le même engouement pour un premier film avec une réalisatrice ou un réalisateur qui est très très loin de vous parce qu'il est dans une espèce d'identité et de fabrication de films que vous avez déjà vécu 30 fois, mais il faut surtout pas le montrer parce que sinon ça fait un peu c'est bon, je connais l'histoire, etc. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est très usant. Voilà, c'est un métier finalement physiquement qui est très très. Il y a une dimension physique vraiment qu'il faut prendre en compte par rapport à ça. Et donc je trouve que c'est pas reconnu. C'est vrai que voilà, les gens qui ont 40 films, ben, on les appelle, on leur dit ouais, je te préviens, il n'y a pas d'argent coco, c'est le minimum syndical. Et en fait, le minimum syndical, c'est devenu le maximum syndical. C'est en train de devenir le maximum syndical. Quand tu as le minimum syndical et que tu n'as pas à le discuter, déjà, tu as l'impression d'être reconnu. Mais quand on entend parler des anciens, c'était un minimum. À partir de là, une fois qu'on avait de l'expérience, on montait, quoi. Voilà. À partir de là, c'est quoi la marge de manœuvre dans le cadre inverse? Est-ce que les associations peuvent jouer un rôle, peuvent faire pression? Non, une association, ça ne peut pas faire pression, c'est consultatif. Une association, ça peut écrire des lettres ouvertes, faire des manifestations et encore. Mais en aucun cas, elle peut avoir une démarche législative ou reconnue auprès de l'État. C'est comme ça, c'est la loi française, c'est donc des syndicats.
au sein de notre profession, on a 2 syndicats de salariés. La CGT Spectacle, la CGT Spectacle, elle va aller prendre ses directives auprès de la maison mère, la CGT. Donc c'est pas des gens qui sont inscrits dans la réalité de la fabrication d'un film, en tout cas de mon point de vue, ça reste très personnel. Et puis il y a un autre syndicat qui est lui corporatiste, donc apolitique, qui s'appelle le SNPTCT, c'est un peu dur et qui lui s'inscrit depuis 1941, c'est un syndicat majoritairement de techniciens et qui est inscrit dans la défense de la fabrication des films. Mais c'est les 2 seules instances dans lesquelles on peut, si on le souhaite, s'inscrire pour défendre un point de vue par rapport à la profession. Les associations, elles sont importantes parce qu'elles amènent une reconnaissance interprofessionnelle. On s'ignore plus. Et ça, c'est un petit peu nouveau. C'est vrai qu'il y a eu des précurseurs, la FC, la phare, etc. Et puis derrière eux, quelques années après, on a vu une flopée comme ça de différents métiers s'organiser. Et ça continue encore. Là, j'ai entendu parler d'une prochaine éventuelle association des accessoiristes de plateau. Donc, un jour, on aura peut-être une association des stagiaires. Je sais pas. Pourquoi pas, mais ça a l'avantage d'organiser la communication et de prendre conscience que effectivement on ne tient pas les mêmes postes et on n'a pas les mêmes problématiques, mais qu'au final on participe tous à la même industrie. Donc je trouve que la démarche de se réunir, déjà ça fait du monde, donc ça pèse un peu et c'est vrai qu'on a une possibilité de prise de position qui je ne dirais pas qu'elle peut influer, mais en tout cas, le cas échéant, on l'a vu il y a quelques années, il y a eu une grève sur les tournages, c'était il y a 4-5 ans, qui a été un petit peu exceptionnelle, puisque habituellement, quand on fait grève dans le cinéma, on fait grève une journée, et on rattrape la journée. Donc ça pose pas de problème à la production. Allez-y les gars, faites grève. On rattrape quand? Samedi. Ok, c'est bon. On rattrape la journée samedi. Bon, très bien. Donc il y a une grève comme ça. Et là, c'était pas le cas. On a fait une grève sur 3 jours de tournage. Il y avait 15 films parisiens qui étaient concernés. Il y en a 2 qui n'ont pas repris. Donc il y en a 2 qui n'ont pas pu reprendre. C'est-à-dire 3 jours d'arrêt, ça les a tués. Mais pour le coup. La démarche a été tellement violente, tellement surprenante que, effectivement, on a tenu de gain cause et c'était lié aux conventions collectives. Et donc, elles ont été reconduites jusqu'à 2012, janvier 2012, puisque le 1er janvier 2012, tout ça doit être rediscuté d'ici là. Donc, on a pu constater à ce moment-là qu'effectivement, le fait d'être organisé en association, d'avoir évidemment l'Internet pour communiquer, etc., pouvait porter ses fruits et faire une force d'opposition. Voilà. Mais malgré tout, avant qu'on passe la parole aux costumières, moi je vous sens fataliste. Tous là. Pas moi, je suis pas fataliste. Non, je suis pas fataliste. Sinon je serais pas au sein d'une association, je serais pas là ce soir. Non, je suis pas fataliste. J'aime ce métier. Et il y a encore plein de choses à défendre. Je trouve que l'exception, faut se poser aussi des questions parce que si le cinéma français résiste comme il le fait par rapport au cinéma européen face à l'hégémonie américaine, etc., c'est pas pour rien non plus. Vous parliez d'artisanat tout à l'heure. Il y a cette souplesse-là, il y a cette résistance-là. C'est-à-dire que vous faites un film américain, vous avez un type pour décharger le bout de bois, un type pour porter le bout de bois, un type pour couper le bout de bois, un type pour monter le bout de bois. En France, c'est le même mec. Voilà. Donc cette pluridisciplinarité, cette souplesse qu'on a, elle peut être extrêmement rentable et extrêmement séduisante. Il y a des réalisateurs étrangers qui ont souvent été séduits par cette souplesse et cette réactivité de la main-d'œuvre française. Donc c'est une spécificité, c'est un savoir-faire. Quand on va à l'étranger, en tout cas en tant que chef décorateur, il y a 2 nations qui font très peur, les Italiens et les Français, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, on a une culture de la peinture, donc quand vous demandez un gris coloré cordé à horizontale avec un glacis en opposition dressé verticalement, vous avez le peintre, le roumain, il vous regarde et il hallucine et il ne sait pas faire, évidemment, donc vous arrachez les cheveux et dire comment ça se fait, etc., etc. Ce qui nous paraît simple, voilà. Et donc on a cette réputation d'être des gens
très très proche de l'image et très très perfectionniste. Donc on l'a pas pour rien. Nos pères nous ont transmis ça. On a été formés de cette façon-là. Notre culture, c'est ça. Et c'est aussi. Donc je suis pas fataliste. Non. Je crois qu'on a toute une carte à jouer et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas une possibilité pour défendre ça. Maintenant, il y a une industrie. Voilà. Et donc. Stéphane Véronica, vous partagez ce point de vue? Non, on peut pas dire qu'on soit fataliste parce qu'on rentre sur le marché quelque part, donc ce serait dommage de déjà, oui. Par contre, il y a quand même un sentiment que les choses sont quand même un peu plus dures que quand j'étais assistant et que ça va le devenir encore plus. Donc voilà, mais je rejoins, on n'est pas fataliste, on est là pour travailler, on a cette passion et il faut que ça continue, donc on fera tout pour. Hein. On va peut-être passer à un point de vue différent d'une autre corporation qui est celle des costumières. Donc je ne sais pas où vous êtes dans la salle. Il y a un micro qui est là. Peut-être vous présenter et donner votre point de vue sur la situation. Ou s'il y a une spécificité particulière, justement, des difficultés particulières dans votre branche. Nous, on est une toute jeune association qui s'appelle l'AFCA et on est environ 60 adhérents. Il n'y a pas que des costumières, il y a aussi des hommes qui sont costumiers, qui pratiquent ce métier. Donc ce n'est pas qu'un métier de femme. Et c'est d'abord un métier qui participe de l'industrie du rêve, du cinéma en fait, de la construction de l'image, du récit, qui habille les acteurs. Donc c'est pas juste des vêtements. C'est un métier comme la décoration qui participe à la fabrication d'un film. Est-ce que cette remarque, ça signifie que vous vous sentez un peu minimalisé par rapport déjà, au on n'a reste ? jamais eu de carte, donc on est des chefs de poste, au même titre que les chefs d'éco. On a à peu près les mêmes grilles de salaire, on est à peu près au même niveau dans les différents postes, et on n'a jamais eu de carte de CNC, par exemple. Alors qu'on est des interlocuteurs privilégiés, très proches du metteur en scène dès le départ de la conception d'un film, parce qu'on habille quand même les acteurs, on donne une image très importante au film. On a de nombreuses réunions de travail avec les chefs de poste, les premiers concernés sur la fabrication d'un film, comme la déco, la prise de vue, le son. Enfin, on fait vraiment partie de cette équipe très rapprochée de la mise en scène et du réalisateur. Donc on a des difficultés depuis très longtemps. Notre situation, d'une certaine manière, n'a pas empiré. Elle a toujours été à ce niveau très 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 bas de considération dans cette industrie du cinéma, dans cet art. Ça c'est dit. Mais justement, à partir de là, comment vous réagissez à ça? Quel rapport? Moi, j'ai retrouvé énormément de choses communes avec la déco. C'est-à-dire qu'on travaille aussi, c'est une matière très artisanale avec laquelle on travaille. On a affaire avec vraiment des matériaux. On coupe et on coud un costume dans des délais qui ne sont pas les délais de l'informatique. On livre du matériel et en plus on a affaire à de l'humain et en plus de la fatigue physique, parce qu'on aussi sur nos feuilles de paye il y a marqué 39 heures et on en fait en général 75. Et on a affaire avec de la matière humaine et des problèmes psychologiques entre les acteurs, les metteurs en scène, nous qui sommes un peu un vecteur et un moyen pour arriver à un personnage et à une esthétique et à une sensibilité. Donc psychologiquement, c'est aussi très très lourd et très fatigant à gérer, en plus de la fatigue physique. Sauf à la différence des autres corporations, c'est que vous avez peut-être pas, mais je peux me tromper, un rapport aux nouveaux outils. C'est-à-dire qu'on peut supposer que dans le cas du costume, en tout cas, il y a encore un rapport concret physique et que les nouveaux outils n'ont pas encore pris le pas. Les nouveaux outils aussi pour gérer les comptes, mais c'est à peu près tout. Les nouveaux outils n'ont pas beaucoup d'incidence sur la façon de pratiquer le métier. Je pense qu'ils se pratiquent depuis l'invention de la machine à coudre à peu près de la même manière. On doit toujours trouver des matériaux, ce qui est de plus en plus difficile, de trouver des tissus intéressants parce que l'industrie textile est aussi en pleine déliquescence, en tout cas en Europe et en France. On doit teindre des matériaux, qu'on doit les ennoblir, on doit faire un travail sur la matière déjà avant même de couper un costume qui est assez important et qui n'est pas reconnu ou pas connu.
Et on a quand même la sensation, quand on est au costume, qu'on est dans un métier, dans une branche de ce métier qui est très très méconnue, mais y compris des producteurs et très souvent des directeurs de production. Pas tous, évidemment, mais très très souvent. Même dès la lecture du scénario, ça nous... Pardon ? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Parce que disons que c'est... Très bien. Quand même, quand on se réunit, on dit un peu tous les mêmes choses. C'est-à-dire que souvent, dès la lecture du scénario, je ne dis pas que c'est tout le monde, c'est pas une règle absolue, mais ça arrive très très souvent et de plus en plus d'avoir affaire à de jeunes directeurs de production qui ne savent pas lire un scénario du point de vue du chiffrage des costumes de ce poste-là. Par exemple, ils ont décidé a priori que ça devait coûter tant, sans avoir une lecture du nombre de figurants, de saisons, du nombre de tenues que tout simplement les gens doivent avoir. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est lié à votre expérience et à la durée que vous avez exercée dans le métier, puisque à partir du moment où on passe 20 ans dans ce métier, il faut s'attendre à voir arriver des jeunes directeurs de production incompétents, des jeunes chefs décorateurs incompétents pour les vieux directeurs de production, et vous voyez. Oui, mais ça devrait pas être le cas. On ne devrait pas avoir des discussions aussi stériles, et longues et ennuyeuses pour arriver à. C'est vrai, ça pose le problème de la formation. Finalement, à tomber d'accord qu'il faut une certaine somme pour arriver à faire ce qui est demandé dans le film. C'est juste une grosse perte de temps qui est en général dans une phase de préparation qui n'est pas rémunérée d'ailleurs. Je pense qu'on vous a pas entendu, pardon. Je disais, le tout est de savoir si le producteur a la somme en question à vous donner pour faire ce que vous voulez faire dans l'idéal. Mais il ne s'agit pas de faire juste ce qu'on veut faire, nous, isolément. Nous, on cherche à travailler, je pense comme la plupart des techniciens, à travailler sur la globalité d'un projet, sur la réussite d'un film. Oui. Sur, seulement il y a des choses qui sont un tout petit peu incompressibles au point de vue de temps et matériaux, tout simplement. Et puis je pense que l'époque, pour parler que des films contemporains, l'époque où ça arrive encore, des directeurs de production qui vous disent voilà, c'est un film contemporain, ça va rien coûter parce que toutes les boutiques de mode ou les bureaux de presse vont nous prêter des vêtements. C'est totalement faux, ça n'existe pas, c'est une utopie. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Enfin, ça, c'est un tout petit Sur exemple mon petit parmi film, d'autres. Là, j'avais une créatrice de costumes payée au prix que vous savez pendant 5 semaines, une assistante costumière payée au prix que vous savez, minimum syndical, une habilleuse pendant 1 semaine avant le tournage et une habilleuse sur la totalité du tournage parce que comme il n'y avait pas beaucoup de comédiens, une habilleuse ça suffisait. Bien sûr, oui. Voilà. Non, mais il y a encore des films qui se font de façon très correcte. Moi, ça m'arrive. Mais il y en a énormément, et c'est vraiment pas une petite quantité, c'est une énorme quantité de films qui se font très très mal du point de vue costume. Je sais que vous n'avez pas du tout cette réputation, vous, mais vous êtes peut-être un des rares à ne pas considérer les costumes comme une chose un peu annexe et qui ne doit pas coûter. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté de la matière, mais ça vous concerne un peu aussi et l'économique. On sait aujourd'hui qu'il y a, en dehors du cinéma, une inflation gigantesque sur les matières premières, sur les matériaux. En quoi ça influe sur votre travail ? C'est énorme sur les budgets. Il y a 15 ans, quand on faisait un budget, on avait 2 solutions. Soit on ne savait pas trop combien de personnes on allait prendre, alors on faisait des plans, on faisait le maîtrise, et on avait un rapport direct entre la valeur brute salaire et le coût de matériaux. Et en gros, si on avait un film avec un peu de construction, un peu charpenté, enfin voilà, un peu composé, si on prenait un rapport de 2/3 de valeur de salaire brut pour 1/3 de matériaux, on se plantait pas. Ouais, ce qui était rigolo, c'est que quand on allait dans les pays de l'Est, c'était plus que l'inverse. C'est-à-dire qu'une plaque de contreplaqué de 5 mm, ça coûtait plus cher qu'une journée de mecs. Donc ils avaient 15 mecs, mais ils construisaient avec de l'agglo de 19 mm récupéré, peint 40 fois, parce que ça coûtait tellement cher le contreplaqué qu'on n'y avait pas accès. Donc il y avait des inversions comme ça de pratiques et de monde qui étaient frappantes. Mais bon, nous on fonctionnait sur le 2/3, 1/3, voilà. Bon. L'année dernière, l'acier a pris 40%, le bois a pris 35% d'augmentation en 1 an. Donc quand vous construisez en métal, vous calculez bien votre coût parce que c'est très très cher. Et aujourd'hui, la proportion c'est 50-50. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça. Donc, oui, j'aimerais bien revenir sur une petite chose qui est par exemple la fabrication des films contemporains pour les costumes. Parce que on a tendance, très souvent les productions ont tendance à penser que les films contemporains, voilà, c'est de l'achat en boutique et puis c'est tout, on va pas au-delà. Ce qui est, je pense,
une erreur, parce qu'un film contemporain qu'on fait en boutique, on fait juste avec la mode de la saison, de l'année et de la saison, qui est extrêmement uniforme, surtout depuis ces dernières années, où toutes les boutiques font absolument les mêmes choses. Toutes les marques de prêt-à-porter, c'est devenu une industrie extrêmement ennuyeuse, et on peut évidemment pas faire un film intéressant et personnaliser des caractères et des types en s'adressant juste à ce qu'il y a dans les boutiques à la saison pendant laquelle on prépare le film. Donc ça paraît évident qu'on appelle film en costume dès qu'il s'agit de films d'époque. Or, tous les films sont en costume, absolument tous. Et ça, c'est une chose que beaucoup de producteurs ne considèrent pas. Et ce qui dévalorise aussi énormément ce métier, qui est très souvent considéré comme un métier de chopeuse, en fait, effectivement. Et c'est pas ça, de chopeuse et de laveuse de chaussettes. Et ce n'est pas ça, ce métier de costumier. C'est un vrai métier à part entière qui fait partie du cinéma et pas de la fringue ou du shopping ou de la mode. Ah oui. Bien, je vous propose de passer aux questions de la salle s'il y en a. Oui, oh. Bonsoir. C'était juste pour savoir, par rapport à vos expériences respectives, quel est pour vous le rapport entre, on sait le rapport entre un chef déco et le réalisateur. Pour vous, quel serait le meilleur rapport entre un chef déco et un directeur de la photo, puisque c'est deux postes qui peuvent se télescoper ou se faire frotter voilà. En tout cas, sont liés. Tu commences? Non, j'ai adoré l'histoire que tu m'as racontée juste avant. Bon, la première, lors de mon premier film, c'était le film de Florent Émile Osseri qui s'appelait Nick Dieppe. Donc j'étais un peu tendu, forcément, c'était mon premier film. C'était un décor très, très lourd, 4000 m², 43 000 m3. Enfin bon, je vous passe les détails des chiffres. Et je demande à la production de m'envoyer le curriculum vitae du chef opérateur Giovanni Gelli Contalecci, que je connaissais pas, etc. Alors on me dit, on va t'envoyer un résumé. Je dis, ouais, très bien, ok. On avait des fax thermiques à l'époque, avec les rouleaux, là. Et je vois un ruban de 2 mètres de long qui arrive, qui traîne par terre sur la moquette. Je déchire. Et le type, il avait fait la Dolce Vita, encadreur de Fellini, le baron Munchausen, enfin bon, un monstre. Et je me dis, je vais me faire manger tout cru. C'est clair, le type, il va arriver, il va me vampiriser, je vais rien pouvoir défendre. Et première séance de travail, ça dure quand même 4h30, 5h, on monte les maquettes, on discute avec Florent, etc. Et Gianni, il dit rien. Donc au bout d'un moment, je me tourne vers lui, je lui fais, mais Gianni, qu'est-ce que t'en penses? Ça te va, la lumière, tout ça? Bah, la lumière, c'est toi qui l'as fait, moi je la fabrique. Ok, et il a fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire que voilà, ouais. Ça c'est une vision, mais évidemment elle est parfois nécessaire, il est nécessaire parfois de la rappeler et de la défendre, hein, parce que on peut se retrouver face à des chefs opérateurs effectivement qui ont une implication un petit peu personnelle dans le projet. On peut se retrouver face à des gens qui vous disent je te préviens, moi j'aime pas le rose. Ah, ça tombe mal, le personnage il adore le rose, on fait comment? Donc c'est toi qui joues, c'est le personnage. Donc, faut recadrer un peu l'histoire et on s'en sort comme ça. Mais d'une façon générale, on est là, pas nécessairement avant eux dans la gestation du projet, mais en termes de scénographie et de conception scénographique et de mise en place du décor, on est là avant eux. Alors il y a des chefs opérateurs qui s'impliquent à nos côtés dans les préparations, qui viennent voir en studio la construction, on discute on affine ensemble les positions et les directions de lumière. Il y en a d'autres qui arrivent le jour du tournage et qui s'imaginent être un peu comme dans un film publicitaire. Voilà. D'une façon générale, je dirais que cette relation, c'est nous qui la posons. Alors soit on s'en occupe et ça se passe bien, soit on s'en occupe pas et on n'a pas les moyens de s'en occuper parce qu'on ne sait pas parler lumière. Et à ce moment-là, s'il y a un vide, il va être comblé. Et le directeur de photo, au moment où il arrive, si le vide est là, il va le prendre parce qu'il a les compétences pour ça, et il va s'accaparer la conception de la lumière. Donc, pour s'accaparer cette conception, il faut juste avoir un avis là-dessus et démontrer qu'on a une volonté dans ce travail-là. C'est vrai qu'on est amené
on parlait des nouvelles technologies, on est amené, ça se transforme un petit peu notre métier en termes de chromatique, notamment quand on travaillait en argentique. La vraie question c'était Fuji, Kodak, Fuji, rouge ou vert, vert ou rouge. Bon, là maintenant c'est numérique et c'est 2K, 3K, haute lumière, basse lumière. Donc il y a des notions de base qu'on est nécessairement obligé d'intégrer parce que sinon on se plante sur les chromatiques, clairement. On s'arrange pour un peu assurer nos histoires, à faire des mires parfois lors des essais caméra, etc. Parce qu'on a une volonté chromatique sur le film qui est affirmée, donc il faut la vérifier. Mais c'est vrai que l'outil informatique nous permet quand même une largeur de ton, une correction de ton qu'on n'avait pas quand on avait l'argentique. Donc ça... D'ailleurs, parfois, on est presque désavoué quand on voit la sortie de l'étalonnage et on se dit, mais attends, oh, t'es gentil, j'ai fait un bleu de Prusse, il est turquoise. Pourquoi il est turquoise, mon bleu de Prusse, là? Ah ouais, mais c'était mieux, machin. Ouais, d'accord. Enfin bon, j'aurais bien aimé qu'on en parle, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie prise de pouvoir possible par le chef opérateur sur notre travail et en même temps, l'inverse est vrai aussi. Donc, voilà, je dirais que c'est les deux personnes sont liées. C'est pas possible de parler d'un décor sans parler de la lumière. C'est pas possible d'imaginer de la lumière sans imaginer l'espace. Donc, on a un discours qui est très très complémentaire sur cette base-là. Après, eux, ils gèrent leur caméra. Nous, on gère notre fabrication, nos bouts de bois, nos machins. Et il y a évidemment des savoir-faire qui s'éloignent à ce niveau-là. Mais on se retrouve au niveau de l'image, c'est vrai que ces deux postes-là, s'ils s'entendent pas, ça le fait pas trop, quoi. C'est très très important. Voilà ce que je peux dire. C'est vrai. Non, moi, c'est simplement, oui, je rajoute un petit peu à cette idée-là. Effectivement, c'est une rencontre très importante entre ces deux chefs de poste. Et ce chef décorateur, que je pense qu'il doit aller à la rencontre de ce chef opérateur. Moi, je lui parle de mon cas comme chef décoratrice. Pour moi, c'est indispensable parce que je connais les revers de pas être en face d'un chef op avec lesquels je ne me communique pas, que je ne peux pas établir aucune relation d'intimité. C'est sûr que le travail ne sera pas aussi bon et de bonne qualité. C'est très important, je pense. On oublie, on les laisse un peu parfois de façon arbitraire de qu'est-ce qui va se passer, parce que on a tous, moi personnellement je me sens comme c'est très technique tout ce que c'est la lumière, je me sens un peu diminuée en face de toute cette connaissance que ces chefs opérateurs ils arrivent au niveau de la lumière et de tout le matériel aussi qui va être mis en place. Mais il faut aller à la rencontre de cette communication et cette liaison pour les films, toujours. Quelque chose à rajouter, Stéphane? Moi, ça dépend vraiment avec qui on travaille, parce qu'il y en a qui sont extrêmement sympathiques, il y en a qui sont fidèles à ce qu'ils disent, il y en a... moi, j'ai souvent... Le problème, c'est que quand tu présentes un décor, tu le lâches, et tu reviens le lendemain, il y a pas mal quand même de différences par rapport quand tu regardes les rushs juste après. Et c'est vrai que ton histoire de couleur, voilà. Mais heureusement, ça n'arrive pas souvent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec, par rapport à tourner à Christophe Bocarn, c'était un rêve, c'était magnifique. Là, je suis en train de tourner avec quelqu'un d'autre, c'est un peu plus difficile. Je l'avoue, surtout qu'il découvre l'Alexia et donc c'est par rapport à une nouvelle technologie et c'est vrai que les effets ne sont pas les mêmes non plus, donc là c'est la lumière, on bombarde dans tous les sens et j'avoue que les couleurs sont un peu plus hasardeuses, hasardeuses ou même tout tombe à plat, quoi, beaucoup, donc faut patiner encore plus que ce qu'on avait l'habitude de faire, je pense, au niveau des anciennes technologies, on va dire. Voilà. Mais il y a un chef opérateur qui est là, qui peut nous en parler aussi. Je vous en prie. Bonjour.
défends la profession, quand même. On l'a pas attaqué, hein. Non, mais les cas de figure, enfin, moi je viens de débarquer parce que je suis pour le débat suivant, mais les cas de figure sont tellement différents. Et en effet, quand on est en studio et qu'on part de rien, il faut tout inventer. Donc, je dirais même ce qui serait important, c'est presque de faire en même temps le décor et la lumière pour que la lumière pendant la construction du décor ressemble un tout petit peu à celle qui serait à l'arrivée, parce que il y a tellement par exemple de lumière, de qualité de lumière différente, de tungstène, de néon, de je sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que si on peint un mur sous un néon et qu'on le revoit le lendemain à la lumière du jour, il n'aura plus la même couleur. Donc il y a des choses comme ça de purement intuitifs qui sont très difficiles à juger parce que en effet, une lampe contre une autre, enfin je veux dire une technologie de lampe contre une autre technologie de lampe, ça fait tout changer. Donc c'est vrai que je dirais que la moindre des choses, au moins en discussion avec un chef décorateur, ça serait déjà de parler au moins d'un modèle de lampe déjà au départ. Comme ça, on se mettrait d'accord pour travailler dans les mêmes conditions et avoir la même aperçu physiologique des couleurs. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui rejoint un peu tout le monde, c'est le temps justement par rapport à la préparation et le temps de communication entre chaque poste. Pardon, excusez-moi. Le temps de communication entre chaque poste ou avec les costumes. Des fois, décor costume, on se voit pratiquement le jour du tournage et on se dit que la robe elle est de quelle couleur? Rouge. Ah ouf, j'ai de la chance. Non, mais des fois on arrive vraiment, et c'est à peu près, parfois c'est aussi la même chose, on livre des décors à cause d'un manque de préparation où personne n'a rien vu, c'est même le réalisateur, il découvre les décors. Donc, c'est juste ça par rapport à dans les histoires de budget. Accorder le temps de préparation suffisant. Exactement, la communication entre tout le monde, réalisateur, toutes les étapes. Moi j'ai le sentiment que de plus en plus on court. Moi je présente des décors mais sur une petite table à la cantine pour arriver à avoir des réponses par rapport à la suite, à construire des ascenseurs, enfin n'importe quoi, mais et après on découvre c'est ça que tu avais dit. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui s'en souviennent, qui disent mais si t'as présenté ça, parce que parfois il y a un imaginaire qui est resté fixé dans la tête du réalisateur ou du chef opérateur, et on peut avoir des surprises, quoi. Mais vraiment ce temps de préparation entre tous les chefs de poste, je trouve qu'il rétrécit et on devient dans une sorte de course comme ça à finir un décor et parfois à le bâcler. Malheureusement, le temps va rétrécir aussi au souci. Donc, à moins qu'il y ait une dernière question dans la salle. Oui, j'aimerais appuyer ce que dit Stéphane, c'est que plus on va, plus les temps de préparation se raccourcissent. Et le jour où on arrive sur un film, d'habitude, le lendemain, on vous demande une liste de matériel. Or, je trouve qu'on a besoin d'un temps de gestation, de réflexion, de dire je fais ça, je fais pas ça. Il faut quand même une semaine pour dormir sur un scénario, pour y réfléchir, pour fabriquer une collaboration. Et que souvent ce temps est tellement réduit qu'en effet on arrive quelquefois à des conflits, mais des manques de cohérence à cause des temps de préparation trop courts. Et les nouvelles technologies ne favorisent pas forcément ça. Ça communique, mais pas forcément. Internet aussi, par exemple, on n'en a pas parlé. Mais l'accélération technologique n'est pas forcément une bonne chose. Non, mais là en ce moment, par exemple, on communique beaucoup par Internet. C'est-à-dire qu'on ferait que je passe mon temps à checker son iPhone, ou alors, heureusement j'en ai un, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, mais checker, t'as pas reçu l'email par rapport à l'information que demain on fait ceci, demain on fait cela. Ça, c'est une sorte on revient sur l'idée de perte de contact physique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'une communication concrète qui éviterait des malentendus. Complètement. Arriver à réunir tout le monde autour d'une table et pouvoir parler vraiment d'une chose, ça arrive de moins en moins, ou en tout cas, de moins en moins souvent. Bertrand, la conclusion, peut-être, que vous vouliez... pardon. Je pense qu'il faudrait refaire ce qu'on faisait autrefois. Enfin, à mon époque, on faisait ça. On faisait des vrais repérages techniques. On amenait les chefs de poste dans les lieux, dans les décors.
pour pouvoir parler pendant un certain temps et de lumière et de décor et de comment on allait faire et même où on allait passer les câbles, etc. Ce qui demande évidemment d'avoir du temps. Et du temps, de l'argent, c'est-à-dire que ces gens, pendant qu'on les amène sur tous les décors pendant 2-3 semaines, il faut les payer aussi. Mais voilà. Et je me rends compte aussi que la vraie difficulté également, c'est de croire que la communication, en effet, c'est Internet. C'est vrai que c'est un outil, c'est un formidable outil. Sauf que tant qu'on perd la communication humaine et quotidienne, on ne sait plus de quoi on parle, quoi, au bout d'un moment, ni avec qui on parle. On les fait, les repérages techniques. Enfin, moi, j'ai encore jamais fait un film où il n'y avait pas de repérage technique. Alors, parfois, pour des raisons diverses, on se retrouve à faire des repérages techniques qui sont un peu tardifs. Et donc, de fait, en général, il y a deux repérages. Il y a le repérage de choix, qui se fait avec l'opérateur, souvent le chef op, le réalisateur, le régisseur général, le chef déco et le directeur de production. On est là, on discute et on choisit tel décor, et ensuite on fait un repérage technique où on amène nos assistants, techniciens, etc. Et ça, et après le chef opérateur avec son chef machiniste et son chef exactement. Donc ça, moi, dans ma pratique, j'ai jamais vécu autre chose. Et après l'internet, c'est quand même pas mal quand vous avez un film avec une équipe parisienne qui est en train de construire un montage à Nice et une préparation à Prague. Je peux vous dire que vous êtes content de pas prendre l'avion tous les 24 heures et de dire vas-y, envoie-moi l'image, je vais te dire si ça me va, quoi, tu vois. Je lançais pas le débat sur Internet. Juste de ce point de vue-là, c'est énorme. Après, les outils Dropbox, etc. On pourra en parler, mais non, mais je suis d'accord. C'est très pertinent. C'est très très pertinent dans notre mode opératoire. C'est très pertinent. Mais c'est qu'un outil, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure, un outil, c'est un outil. Si vous savez pas vous en servir et que vous mettez rien dedans, ça reste un outil. Mais bon, pourquoi faire? Donc, je crois qu'il y a quand même une grande page. Je vois que les temps de préparation se réduisent comme peau de chagrin. Je ne sais pas ce qu'en dira Yvon Crène, mais ça se réduit quand même beaucoup, y compris surtout sur des films qui a un petit budget. Et le temps de préparation, c'est celui où on va faire le meilleur film. Pas d'argent, pas de... Et oui, bien sûr, ça repose là-dessus, quoi. Là, vous avez un stylo? Oui, bien sûr. Voilà. La réalité du travail de la décoration. Alors, je mets beau, pas cher. Ça va être compliqué de... Non, vous allez voir. Pas cher, rapide. Quand je montre ça à un directeur de production, en général, j'ai plus de questions après. Vous avez un triangle. Donc, il y a une face du triangle, il y a marqué pas cher. Sur une face du triangle, il y a marqué beau. Et sur une face du triangle, il y a marqué rapide. Vous pouvez voir que deux faces du triangle. Si c'est beau et pas cher, ça peut pas être rapide. Si c'est rapide et beau, ça peut pas être pas cher. Et si c'est rapide et pas cher, ça peut pas être beau. Voilà. Eux, ils aimeraient bien qu'on les voit du dessus, donc qu'ils nous achètent des hélicoptères et... Je peux le garder. Et c'est sur cette leçon de géométrie économique que je vous propose. Excellent. Vous avez déposé l'idée ou on peut s'en servir? Ah oui, vous pouvez s'en servir. Elle est largement communiquée. Messieurs, madame, merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci à tous.